Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes, mes chers collègues, mesdames, messieurs du public. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de personnes, non, peut-être pas 2, 4, 6, 11 personnes dans le public. C'est presque plus que la représentation au conseil municipal. Mais bon, ça n'est pas grave, les pouvoirs sont là. Donc avant de passer au début de notre conseil municipal, je vais demander à la Benjamine de l'Assemblée, Madame Diévard, de procéder à l'appel. Il arrive, Madame Van Kortenbosch vous l'amène. Présent. Michel. Présent. Galland Christelle. Prouveau Jean-Philippe. Tiberghien Isabelle. Lecourt Cédric. Demester Carole. Witterberg Laurent. Notebach Evelyne. Stanislavski Alain. Zik, pardon. Vitch. Pouvoir, d'accord. Pouvoir. De quoi? Ah oui, Elbou Gisèle. Chuffard Lopez Daniel. Barbarie Jean-Michel. Mesmac Michel. Ourman Véronique. Elle va arriver. Baron Pascal. Lutin Louis. Six Bruno. De Rosier Véronique. Delot Stéphanie. Tanis Romain. Il n'y a pas de pouvoir? Non. Okay. Vous savez s'il va arriver ou pas? Ok. Laë Stéphane. Droulers Aurélie. Pouvoir, Laë Stéphane. Bah, il a dit présent. Non, il n'est pas là. Laë Stéphane, il n'est pas là. Non. Ah, okay. Pouvoir. Roqueta Patti. C'est Véronique qui a le pouvoir. Ouais, c'est Madame. Hein? C'est Véronique Orman qui a le pouvoir. Elle va arriver. Ah, bon, on laisse. Squadbin Gwendoline. Pureur Marc. Léonard Zig Vladimir. Pouvoir. Deberg René. Présent. Germain Dorothée. Présente. Bon, moi-même, présente. Spadavecchia Georges. Présent. Guilou Hélène. Absente, pouvoir. Pouvoir. Et Mutez Olivier, ben. Olivier Muté a un souci sur la route. On espère qu'il va bien. Il a effectivement eu un petit souci sur la route. Il devrait soit bien, arriver. Non, mais je préfère donner de ses nouvelles. Il va soit arriver ou ne pas venir en fonction de sa situation donc de dépannage. Bon, pour l'instant, je laisse casse-visâtre. Bien, pendant que Madame Van Kortenbosch ramasse les pouvoirs, j'espère que la nouvelle configuration des lieux satisfera chacun et chacune. Donc on essaye de s'améliorer à chaque fois. Et là, je pense que tout le monde est face à l'écran qui se trouve dans mon dos. Je suis le seul à ne pas être face à l'écran. Enfin, nous sommes les seuls, mais nous avons l'avantage de l'avoir devant nous. Donc avant de commencer le conseil municipal proprement dit, donc nous allons passer aux questions donc, de nos minorités. Donc, il n'y aura que M. Spadavecchia donc, qui posera des questions. Les questions donc, du groupe Vivons Vambrochy Ensemble sont arrivées ce matin et donc hors délai. Donc, M. Spadavecchia, nous vous écoutons pour vos questions. Monsieur le maire, chers collègues, cher public, chères personnes qui nous suivent sur Facebook, je tiens à vous saluer. Nous avons 5 questions, monsieur le maire, pour ce conseil. La première, c'est une question d'actualité. Nous le savons tous, le contexte sanitaire se tend de jour en jour avec l'arrivée des nouveaux variants. Alors, vous dites qu'on est en face, mais je suis un peu de travers quand même. Ah, bon, la fois prochaine, vous prendrez ma place et comme ça, je serai face à la télé. Les annonces gouvernementales ont ouvert largement à la population la possibilité de recevoir une 3e dose.
ce qui crée, comme nous le savons tous, une forte affluence dans les centres de vaccination existants. Des Vambrocitains nous ont demandé de vous poser la question de savoir si, à l'instar de ce qui se fait, de ce qui s'est fait pour le centre de dépistage du Covid à Vambrochy, et même si nous en mesurons la difficulté naturellement, il ne pourrait pas être envisagé la mise en place d'un centre de vaccination sur notre ville. En effet, de nombreuses personnes nous disent qu'elles ont des difficultés à se déplacer en semaine à la polyclinique du Bois, à la clinique du sport à Marc-en-Barreuil. Les médecins, les pharmaciens font état du fait qu'ils sont submergés de demandes. Bon, voilà ma question, monsieur le maire. Merci. Donc, bien heureusement, les Vambrocitains nous demandent aussi, nous posent des questions. Et donc, a été envoyé un courriel à l'ARS pour savoir si nous pouvions organiser un centre de vaccination. Donc, ce courriel est parti. Donc, on est en contact, bien évidemment, avec les personnels médicaux et paramédicaux. Et si l'ARS nous donne l'accord, si les partenaires médicaux et paramédicaux sont partants, parce que sans eux, évidemment, on ne peut rien faire, à ce moment-là, effectivement, nous ouvrons la possibilité de faire un centre de vaccination ici à Vambrochy. Donc on partirait sur un principe de 3 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi, avec 3 piqueurs si possible, donc ce qui nous ouvrirait une fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, à 108 vaccinations par semaine, entre 12 et 14 heures. D'accord. Écoutez, c'est une bonne chose de l'apprendre. Après, on verra si c'est possible ou pas, naturellement. Écoutez, merci pour cette réponse qui satisfera, je le pense, les Vambrocitains. Ouais. Une nouvelle question sur un autre champ d'activité, je dirais. Notre groupe souhaite savoir si et quand il est prévu de refaire complètement la rue du Général Leclerc, devenue au fil du temps et des nombreux travaux effectués sur la voirie, un véritable gruyère, avec des déformations importantes qui causent, avec le passage des voitures, mais surtout des bus et des poids lourds, une nuisance sonore pour les riverains. Nuisance de plus en plus insupportable. Cette rue principale de Vambrochy ne mérite-t-elle pas d'avoir un revêtement de qualité, régulier, confortable pour les automobilistes et les riverains? Je pense notamment au revêtement anti-bruit qui donne de bons résultats, d'après ce que j'ai pu lire. Ne peut-on pas aller encore plus loin? Là, on rêve un petit peu, et imaginer des transformations visuelles afin de la rendre plus élégante et facile d'utilisation par tous ses usagers, y compris les piétons. J'ajoute que les automobilistes y roulent parfois à des vitesses ahurissantes, très élevées, s'autorisant même parfois à des dépassements. Pour y remédier, même si je sais qu'il y a des difficultés avec la MEL, ne serait-il pas bon d'avoir une indication de limitation de vitesse à un endroit stratégique de cette rue? Et on pourrait aussi, toujours dans un souci de réduire la dangerosité de certains endroits spécifiques, prévoir un aménagement, par exemple, à la sortie de l'école Ferry, puisque les enfants sortent maintenant par derrière et se retrouvent directement sur la rue du Général Leclerc, sans d'ailleurs qu'aucune barrière de protection n'ait été installée. Peut-être que ça a été fait, je n'en sais rien. Et donc, est-ce qu'on pourrait prévoir une écluse entre le poste de police, la sortie de l'école, bon, à étudier où est-ce que c'est le plus pertinent? Voilà notre question, monsieur le maire. Donc, merci, monsieur Spadavecchia. Donc, 2 thématiques dans votre question, une thématique qualitative, une thématique sécuritaire. Ces 2 thématiques, sachez-le, on n'a pas de difficulté avec la MEL, rien du tout, au contraire. La MEL est facilitatrice des choses et sera votée dans 15 jours maintenant, le 17 décembre précisément, au Conseil métropolitain, le PPI, donc projet pluriannuel d'investissement, donc le PPI voirie, donc qui est fixé à hauteur de 120 millions d'euros
annuel. Dans ces 120 millions, donc, il faut enlever 15 millions donc, qui est dédié à la partie cyclable. Donc il reste 105 millions sur la voirie, répartis comme suit. Donc 10 millions d'euros sont alloués aux ouvrages d'art, 20 millions aux grandes infrastructures, notamment la Lino, tout ce qui est Rocade Nord-Ouest, etc. 6 millions à l'exploitation, donc gestion de l'exploitation du réseau, tout ce qui est signalisation, mobilier urbain, etc. 5 millions au réseau hyperstructurant. Et ensuite, donc, on a la maintenance voirie, 32 millions, et adaptation de l'espace public, 32 millions. Donc, sachez que nous, on ne peut pas bénéficier, bien évidemment, à nous seuls Vambrochy de la totalité de ces 120 millions, ni de ces 32 millions restants, niveau adaptation de l'espace public. Donc, nous avons établi avec Monsieur Viterbeck, Monsieur Lecourt, des priorités au niveau du PPI. Et la rue du Général Leclerc fait partie intégrante de ces priorités. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites bien dans votre question, on sort d'une période intense de travaux. Et là, on va laisser souffler un petit peu la population, ce qui va laisser à la MEL le temps de faire l'étude. Alors, c'est quoi l'étude? L'étude, c'est, c'est voir quel réseau reste à enfouir. Donc, en sachant que là, on vient de refaire le réseau d'eau. Ensuite, l'étude, ça concerne une concertation avec les riverains et ça concerne une concertation avec nous, la mairie. Et effectivement, dans cette étude, bien évidemment, les deux thématiques que vous soulevez, que ce soit la qualité du revêtement de chaussée ou la thématique sécuritaire, seront prises en compte toutes les deux. Alors aujourd'hui, tous les PPI des 95 communes de la MEL, en fait, prennent en compte plusieurs problématiques. Problématiques modales, quelle modalité de transport on va prioriser. Donc là, la rue du Général Leclerc a cette caractéristique quand même d'être assez étroite. Donc voir comment on va y intégrer dedans les voitures et les vélos. Comment on va y intégrer des trottoirs assez larges pour prendre en compte les personnes qui ont des enfants, donc les poussettes, les personnes à mobilité réduite. Et aussi, il y a une part qui est donnée et qui est assez importante à la végétalisation de l'espace urbain. Donc cette étude, elle va comprendre tous ces paramètres. Et cette étude donc sera conduite dès 2022. Allez, je peux essayer de m'avancer, mais sans trop m'avancer, qu'on pourrait entamer une phase de travaux sur la rue du Général Leclerc à la mi-2023. D'accord. Merci, monsieur le maire, pour ces précisions. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos commerçants du centre-ville ont beaucoup souffert pour tous les travaux. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de décaler, parce que là, c'est donc l'estimation de la réfection de la rue du Général Leclerc, c'est 1 200 000 euros, répartis sur à peu près 6 mois de travaux. Non, mais je sais bien, mais il faut naturellement prendre le temps des études. Voilà. Il s'agit, j'imagine, aussi de concerter pour savoir si les riverains qui sont les premiers concernés. Ils seront les premiers concertés. Voilà, donc il faut discuter, il faut que les gens acceptent ce qu'on leur propose. Mais ils sont demandeurs, les riverains de la rue du Général Leclerc. Bah oui, après, c'est toutes les rues qui sont connexes qui sont plus... Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que, enfin ça je l'avais dit, il me semble il y a 2 ou 3 conseils municipaux, c'est qu'il va y avoir une grosse phase de travaux au niveau du gaz sur le quartier d'Agrippin mi-2022. Donc on va aussi faire encore des travaux en 2022. Alors je ne sais plus si c'est dans cette question ou une autre question où vous me demandez s'il ne faut pas réfléchir à... C'est la question suivante. C'est la question suivante. Bon, je vous répondrai tout à l'heure. D'accord. De toute façon, cette problématique des voiries est pas simple. Je ne pense pas que vous ayez une baguette magique. Donc, en fait, la question suivante nous amène à poursuivre sur cette problématique des voiries. Là encore, on a été alerté
par des habitants sur des problèmes qu'ils ont rencontrés récemment du fait de la concomitance, c'est un mot difficile à dire, des travaux potentiellement. Plus facile à écrire. Sans doute. Je vous félicite d'ailleurs pour le livre que vous avez écrit. J'ai vu dans la presse que je salue que M. Virel a mis un petit article sur votre livre. Donc j'invite les membres citins à le lire. Merci, monsieur le maire. Voilà. Donc, à titre d'exemple, il s'est avéré qu'un mercredi, il y a peu, jour de forte affluence, avec les activités de nos jeunes, notamment sur Robersart, plusieurs zones de travaux étaient signalées sur un périmètre restreint. La rue de Marquette, près du rond-point de Lidl, était obstruée par un camion qui devait se livrer à des travaux ponctuels. La réfection du revêtement devant l'école de la Providence, des travaux sur les feux tricolores au carrefour des rues de Marquette et du Pont-Levis, et naturellement les travaux de la rue du 11 novembre qui continuaient. Bon, ça fait beaucoup sur un périmètre réduit, donc c'est vrai que si on peut arriver à mieux coordonner les travaux, c'est une bonne chose. Mais nous tenions, en tout cas notre groupe tenait à dire que tout ne va pas mal. La mise en place de figurines de signalisation près des passages piétons à proximité des écoles va dans le bon sens pour ce qui nous concerne. J'espère d'ailleurs qu'elles inciteront les automobilistes à ralentir. Donc plus largement, monsieur le maire, ce que nous voudrions savoir, c'est serait-il possible de faire un inventaire des lieux, carrefours ou autres, qui présentent un danger particulier et, si possible, de mettre en place une meilleure coordination des travaux. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Alors, au niveau de la coordination des travaux, en fait, vous avez posé cette question. Vous êtes un malin, M. Spadavecchia. Pas du tout, mais c'est pas grave. C'est la même question. Non, mais moi, c'est un point d'interrogation, une question. Ah. Non, mais c'est pas grave. En fait, effectivement, au niveau de la coordination des travaux, je vous rejoins. Alors, la difficulté réside dans le fait que les prestataires ne sont pas les mêmes. Et le souci, c'est que si on dit non, si je dis non, je ne signe pas l'arrêté parce qu'il y a déjà des travaux, à ce moment-là, ça déplace dans le temps, mais quand je vous dis dans le temps, c'est 1 an, les travaux initialement prévus. On a un réseau qui est relativement vieillissant. On a certaines canalisations qui datent de plus de 50 ans. Et donc, ces canalisations, elles méritent d'être changées. Je vous rejoins sur moi-même, le matin, j'ai devenu fou. Au niveau de la rue de Marquette, je vois que vous mettez réfection du revêtement devant l'école, la Providence et les travaux au niveau du feu tricolore. C'était les mêmes travaux, en fait. Ah, d'accord. Ils ont passé une conduite électrique du pont du centre-ville vers l'école de la Providence. Donc, c'était les mêmes travaux. D'accord. Après, la rue de Marquette, près du rond-point de Lidl, obstruée par un camion, je ne l'ai pas vu. Moi non plus, personnellement. Ça, D'accord. c'est ce qui m'a été rapporté. Ok. Et après, la rue du 11 novembre, c'était effectivement annoncé. Ça a duré longtemps et ça a duré bien moins longtemps que ça aurait pu durer parce que, en fait, au départ, la société Axéo nous a laissé le choix sur soit on laisse une demi-rue et ça prenait 2 mois, ou soit on bloquait la rue et ça prenait 1 mois. Donc j'ai préféré bloquer la rue, encore une fois, pour préserver nos commerçants du centre-ville, pour que ça dure moins longtemps, les périodes de Noël approchant. J'ai préféré jouer, excusez-moi l'expression, mais l'emmerdement pendant 1 mois plutôt que 2, au détriment de nos commerçants. Non, mais sur la rue du 11 novembre, je pense que il n'y a pas eu trop d'inconvénients au final avec les déviations mises en place. Alors par rapport à votre question sur l'inventaire des lieux, on en a déjà parlé. Il me semblait justement. Ouais. Donc effectivement, on a revu M. Witterbeck et moi-même au niveau de la MEL. Donc l'inventaire, si vous voulez, tout carrefour, de toute façon, tout rond-point est accidentogène, quel qu'il soit. Et tout à l'heure, vous parliez de la sécurité dans la rue du Général Leclerc. Juste une précision, la rue du Général Leclerc, maintenant, elle est en zone 30 du début à la fin. Je sais bien. Et donc, là, pour moi, aujourd'hui, le point le plus dangereux, et on a demandé à la MEL on a pointé du doigt ce point de danger au niveau de la ville, c'est au niveau du Chinte, qui va vers l'avenue de Bondu. Pour les cyclistes, celui-là, il est dangereux. Et là, la MEL est en train de regarder, voir comment on peut améliorer la situation.
D'accord. Bon, voilà, tout ce qui va dans le sens de réduire la dangerosité des voiries est une bonne chose. Alors, on change de sujet, la question suivante. La ville entend favoriser sur son territoire la végétalisation des façades, projet porté par la MEL et dont on a délibéré lors de... Et par Monsieur Six. Et par Monsieur Six. Cette opération donc implique un certain nombre d'interventions destinées notamment à s'assurer de la faisabilité de la plantation en termes de critères détaillés, de végétaux, etc., de profondeur de la fosse. Tout ça est détaillé dans une charte qui a été rédigée par la ville, très bien faite. Donc l'intention est louable, je n'ai rien à dire en tout cas sur cet aspect-là. Pour autant, comme le font d'autres villes de la métropole, que pensez-vous de donner un coup de pouce aux personnes dont le logement est déclaré éligible à ce dispositif ? Je pense par exemple à la fourniture gratuite d'une plante, d'un kit de protection contre les animaux. Certaines communes limitrophes le font. Ça donnerait peut-être un coup, un élan à cette proposition. Alors donc, je vous rejoins sur le principe. La seule chose, c'est que la végétalisation des façades, ça a été une opportunité que nous avons saisie au vol en 2021. Rien n'était budgété sur 2021 pour prendre en charge ces plantations. Et M. Six va soumettre une partie de budget à justement la végétalisation des façades. Alors nous, plutôt que d'offrir une plante aux personnes éligibles au dispositif, on va plutôt offrir un bon d'achat, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de plantes, et en fonction de ce que les personnes veulent, elles iront acheter leur plan, en fait, sur une enseigne vambrocitaine. Parfait. Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est le kit de protection contre les animaux. Alors, c'est sorti de ma propre imagination. Hein. Je me suis dit que peut-être il fallait protéger par un petit grillage ou quelque chose, je ne sais pas. Ou un paillage pour pas que les animaux aillent gratter et détruire les plantes. Ah, je ne connais pas ça. Non, bon, alors, si ça n'existe pas, ne m'en veuillez pas. Après, il ne faut pas que ça... Parce que l'objectif, c'est... Il y a plusieurs objectifs à la végétalisation, mais c'est pas de... Parce que c'est pas joli. Hein. Après, si on met un grillage autour... Oui, et puis c'est une petite fosse, hein. C'est pas énorme. C'est 40 par 40, je crois. Hein. Ouais, 20, 40, ouais. Bon, écoutez, moi, ça me paraissait une bonne idée, mais écoutez, à voir, hein, à vérifier. Bon, écoutez, merci pour cette question. Donc, on arrive à la dernière question. Donc, comme tout un chacun, nous avons constaté, en tout cas j'ai constaté pour ma part, la pose de barrières sur le périmètre de l'espace vert destiné à être transformé en parking relais dans le cadre de l'extension prévue du magasin Lidl. J'imagine que cela signifie que le projet entre dans une phase de réalisation. Vous savez que notre groupe est opposé à cette extension, synonyme de coup dur porté à nos commerçants et peut-être même à la vitalité de notre centre-ville. L'avenir le dira. Vous voudrez bien porter à notre connaissance les éléments dont vous disposez quant à l'avancement de ce projet qui intéresse au premier chef les riverains, mais également tous ceux qui, à Vambrochy, s'inquiètent de l'extension de 30% de la surface de vente de cette enseigne. Merci de votre réponse, Monsieur le maire. Je vous en prie. Alors, je ne suis pas certain que beaucoup de vambrocitains s'inquiètent de l'extension. Ce n'est pas 30% de la surface, c'est 200 mètres carrés. C'est vraiment... il n'y aura pas plus de produits, il y aura plus d'espace d'espace entre les rayons. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le projet a été porté par une dame qui aujourd'hui est convalescente. Et donc il a été repris en main par un de ses collègues, en fait. Donc là, aujourd'hui, le projet du magasin n'avance pas beaucoup. Le permis de construire n'a toujours pas été déposé. En revanche, le barriérage signifie simplement que une rétrocession MEL Lidl va être faite. Au niveau phasage des travaux, Lidl va commencer par le parking.
Comme ça, ils pourront mettre leur base vie sur le parking existant de Lidl. Et une fois que le parking sera terminé, ils transféreront leur base vie sur le nouveau parking. Comme ça, il n'y aura pas de perturbation de la circulation. Donc, pour le moment, je dirais statu quo. Stand-by. D'accord. Je reviendrai vers vous quand j'aurai quelque chose. Vous pouvez y compter que je vous le rappellerai. Mais vous ne le saurez pas quand j'aurai quelque chose. Donc je viendrai en premier. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Bien. Avant donc de commencer l'ordre du jour proprement dit de notre conseil municipal, donc la première chose que nous allons faire, c'est voir si vous êtes en accord avec le procès-verbal du conseil municipal du jeudi 30 septembre que vous avez tous et toutes eu. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce compte-rendu, monsieur Debergue? Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Si vous allez regarder la page 172, à une réponse que vous faites, monsieur le maire, il manque un mot. Ah. Non, mais là, il y aura des jeux, il y aura des terrains de pétanque, il y aura un terrain de... Alors, c'est une erreur de frappe ou je ne sais pas. Au dos de la page 171. Crossfit. Terrain de crossfit. Enfin, c'est pas crossfit le mot exact, c'est... Il n'est pas marqué, c'est pour ça que je vous dis. CrossFit, c'est une marque déposée, mais c'est du comment je vais dire, de la musculation. Comment ça s'appelle? Fitness extérieur, voilà. On marque quoi alors là? Fitness extérieur. D'accord. Voilà. C'est tout. Très bien. Donc on apportera cette correction au compte-rendu. Qui est contre ce compte-rendu? Qui s'abstient? Bien. Donc à l'unanimité, je vais passer la parole à monsieur Sass qui va nous donner comme information le RSU, donc rapport social unique que je vais passer à l'écran pour les personnes qui nous regardent. Voilà. Ah bah c'est ce que... Ça va aller? Tu prends pas le micro? Non, je vais aller chercher le... Ah. Alors, le document qui vous a été projeté est disponible donc à l'administration générale. Là, vous avez les chiffres, les camemberts et compagnie. Je vous ai fait, enfin, c'est plutôt Séverine qui a fait un petit résumé, donc, un petit résumé de ce RSU. Donc, il y a 106 fonctionnaires au 31 décembre 2020 sur la commune, 11 agents contractuels permanents et 39 non permanents. 49% des agents titulaires permanents relèvent de la filière technique, alors que 25% sont de la filière administrative. Au niveau des catégories, il y a 73% qui sont en catégorie C, 20% en catégorie B et 8% des agents qui sont en catégorie A. Au niveau du pourcentage hommes-femmes, il y a 42% d'hommes et 58% de femmes. Et 5% des hommes sont à temps partiel pour 17% des femmes. La moyenne d'âge est relativement bonne puisqu'elle est de 46 ans et demi pour les fonctionnaires et de 35 ans environ pour les contractuels. On a 151,69 agents en équivalent temps plein, 6 agents en disponibilité et 1 agent détaché dans notre collectivité. En 2020, nous avons vu l'arrivée de 8 agents permanents et 9 départs. La principale cause de ces départs, ce sont des départs à la retraite pour 44%. Et pour les arrivées, bien sûr, c'est des recrutements d'agents contractuels, notamment sur l'impact du contexte sanitaire. Au niveau budgétaire, sur un budget de fonctionnement de près de 9 millions, 8 959 000, contre 9 123 000 en 2019, c'est-à-dire qu'en 2020, il était légèrement inférieur de 150 000 euros. Le budget du personnel représentait 5 487 000,
soit environ 61%, contre 58% en 2019. Le régime indemnitaire représente 20% de la rémunération des fonctionnaires. Le nombre d'absences a augmenté, bien sûr en lien avec le contexte Covid. Des agents qui étaient placés en autorisation spéciale d'absence, ASAC. 9 accidents du travail, on a 2 assistantes de prévention et il y a 3 agents qui bénéficient d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. On a eu 20 jours de formation liés donc à la prévention. Concernant les dépenses en faveur de la prévention et de la sécurité, ça sont élevées à environ 46 000 € pour l'année, 2 100 € l'année précédente. Donc une augmentation liée au contexte Covid toujours, achat de gel, de masques et compagnie. De nombreuses formations CNFPT ont donc été annulées également en lien avec ce contexte sanitaire. Il n'y a pas eu de changement par rapport à la participation employeur pour la garantie du maintien de salaire, 16,50 € par agent et par mois. Il y a eu 4 réunions de CTP sur l'année et 3 réunions de CHSCT. Ça, c'est un résumé donc du document complet que vous pouvez consulter quand vous voulez auprès de Madame Van Conternbosch. Merci, Monsieur Sass. La parole est encore à vous. Nous allons donc passer à la première délibération de ce... À moins qu'il y ait des remarques sur ce que monsieur... Enfin, c'est de l'information. Donc, nous allons passer à la première délibération, donc la 69e de cette année, donc qui concerne le recrutement des agents recenseurs. Monsieur Sass, la parole est à vous. Donc, il y aura un recensement partiel sur la commune qui va s'effectuer donc du 20 janvier au 26 février. Et pour effectuer ce recensement, nous avons besoin de recruter donc 3 agents. Ils seront rémunérés à 1,30 € par feuille de logement remplie, 1,85 € par bulletin individuel rempli, et pour chaque séance de formation, ils percevront 20 €. Donc ça, si on veut que le recensement soit fait, bon, c'est un recensement partiel. C'est pas... Donc c'est 8% des logements totaux de la commune. Ça représente à peu près 480 logements. Foyer. Monsieur Spadavecchia. Monsieur le maire, je suis naturellement d'accord avec le fait qu'il y ait des agents recenseurs. Je m'interrogeais simplement pour savoir si on a une idée de leur rémunération pour ce un peu plus de mois de travail. C'est Je viens de le dire, écrit, Monsieur Spadavecchia. Non, mais d'accord, mais par-delà les chiffres, est-ce que c'est 1 000 € pour un mois? Voilà, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Ça dépend du nombre de feuilles de logement qu'ils vont remplir, ça dépend du nombre de bulletins qu'ils vont remplir, et ça dépend... En fait, si vous partez du principe qu'il y a 400 logements à faire, vous faites la multiplication et vous divisez par 3, vous aurez la rémunération de chacun. 400 logements? Oui. 480 logements? Donc ça fait à peu près 800 € en tout, plus les formations. Donc ça va faire dans les 250 €. Par personne? Oui. C'est bien ce qui me semblait. Et si je suis pour ce recensement, je suis un petit peu quand même surpris par le caractère extrêmement faible de la rémunération qui est proposée. Ce n'est pas nous qui fixons. Non, mais voilà. C'est mon avis en tout cas. Oui, et vous le partagez. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a, hormis la remarque de M. Spadavecchia, d'autres remarques? Donc, qui est contre cette délibération? En fait, monsieur le maire, si je peux me permettre... Je n'ai pas vu qui parlait, pardon. Madame Germain. Si je peux me permettre, effectivement, je suis un peu d'accord avec Georges Spadavecchia, parce qu'en fait, les personnes qui souvent prennent ces postes de recenseurs sont des personnes à petits revenus, et ils passent énormément de temps à appeler pour prendre des rendez-vous. Et la rémunération, elle est très faible par rapport au temps qu'ils y passent. C'est peut-être, si c'est pas nous qui payons, c'est peut-être une information à remonter. Merci. Si je peux me permettre, on est quand même un petit peu plus, c'est un peu plus élevé au niveau des montants parce que par logement, il y a forcément au moins un bulletin individuel déjà, et on est souvent sur 2 ou 3 bulletins individuels par logement, donc ça fait quand même un peu plus que ce qui est annoncé. Mais ça reste assez faible. S'ils sont 3 par logement, ça triple. Donc. Ça fait 3 fois 1,85 par bulletin. Plus 1,30 €.
Mais bon, c'est vrai que c'est pas énorme. La délibération donc suivante. Donc, je vais donner la parole à Madame Tiberghien pour qu'elle nous présente l'attribution de concession de services publics qui a été faite le mois dernier. Alors, bonsoir à tous. Il était temps, en fait, de renouveler le marché de l'affichage dans la ville. Donc, on a réuni le 27 octobre dernier la commission de délégation de services publics pour analyser donc, les offres de fourniture, pose et entretien de mobilier urbain, d'information et de publicité. Donc, en un mot, l'offre d'affichage. Donc, 2 sociétés ont répondu à la consultation, 3D Affichage et Philippe Védio Publicité. Alors, donc, les critères de sélection, et notamment le plus important, était la pertinence de l'implantation du mobilier dans la ville. Et on avait demandé de pouvoir mettre à disposition entre 9 et 12 panneaux de 2 mètres carrés, ce qu'on appelle plus vulgairement les sucettes. 4 à 6 panneaux 8 mètres carrés, les 4 par 3, et nouveauté, 3 à 4 panneaux. 4 par 2. Oui, maintenant c'est 4 par 2, mais sinon, on appelait ça 12 mètres carrés. Mais, donc, et également donc, la nouveauté des écrans digitaux qui seraient réservés uniquement à l'affichage municipal. Donc les 2 sociétés ont proposé toutes les 2 le haut de la fourchette. Donc on aura 12 panneaux 2 mètres carrés, 6 panneaux 8 mètres carrés et 4 écrans digitaux. Et la commission a retenu pour la qualité de son offre la société 3D Affichage. Et donc je vous demande Donc, il est proposé au conseil municipal d'attribuer la concession de service à la SARL 3D Affichage et de notifier cette décision par courrier dématérialisé dans un délai de 11 jours après la notification de rejet de son offre à la société Philippe Védio Publicité. Donc, qui était en concurrence. Monsieur Spadavecchia. Monsieur le maire, merci Madame Tiberghien pour ces précisions. J'ai fait partie de cette commission. Et effectivement, je suis tout à fait favorable à ce choix qui vient d'être fait, qui respecte, il faut le dire, l'égalité entre la rive droite et la rive gauche, qui était quand même un élément important pour tout le monde, parce que c'est important que l'ensemble de la population se sente concernée et estimée au même niveau. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, je suis d'accord, il est nécessaire de moderniser les moyens de communication de notre ville. Voilà, et j'ajouterai une petite précision qui n'est pas négligeable, puisque ça ne coûte rien à la commune, en fait, puisque la société se rémunère avec une face, avec de la publicité, et donc ça coûte, à part l'électricité, rien à la commune. Et les écrans digitaux n'auront pas de publicité, ce sera uniquement des informations municipales. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Madame Diévard? Non, c'est juste pour spécifier que dans plusieurs communes, ces panneaux ont été installés et on peut remarquer que parfois ça prend le pas aussi sur l'accessibilité. Donc est-ce qu'on pourrait être vigilant? Exactement. C'est la seule chose que je voulais dire. Ça fait partie du marché, vous avez raison. C'était un des critères. C'était un des critères. Oui, mais c'est vraiment pour s'en assurer, parce qu'on voit souvent dans les critères, mais malheureusement, une fois que c'est fait... En fait, si vous voulez, là, je vous rejoins, quand ils vont venir poser leurs panneaux, en fait, on sera vraiment partenaire de la pose. Ils ne vont pas les poser de manière anarchique. C'est nous qui allons donner notre aval pour la pose. C'est une bonne chose. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc la société 3D, donc... sera avisé de même que son concurrent. Donc je vais présenter la délibération suivante, donc qui est en fait un petit correctif d'une erreur d'écriture sur une délibération qui avait été votée le 30 septembre dernier. Nous avions en effet écrit, je vais déjà dire ce que c'est que cette délibération, ça serait plutôt intéressant. En fait, vous souvenez-vous, lors du précédent conseil municipal, nous avions
acter le fait que nous récupérions l'espace Grand Air au niveau du quartier Est. Et donc, lorsque nous avions spécifié et acté cette délibération, nous avions renseigné qu'il s'agissait de la parcelle 3036, et en fait non, c'est la parcelle 3056. Donc, cette modification mérite un nouveau vote, en fait. Donc voilà, je vous demande d'acter cette modification qui ne change absolument rien à la délibération que nous avions prise la dernière fois. Donc, qui est contre? Une remarque, monsieur pardon, le maire. Allez-y, monsieur. Ce parc, nous espérons qu'il donnera de la respiration à ce nouveau quartier, et permettra aux enfants de jouer et aux parents de les accompagner. On a une interrogation qui est celle de savoir s'il ne serait pas possible de prévoir une aire de jeu pour enfants, un format à définir naturellement pour qu'il n'y ait pas de gêne pour les riverains, et un emplacement aussi à choisir judicieusement. Mais c'est une interrogation qui pourrait, avec la population en plus qui va arriver avec la deuxième phase de développement de la zone, ça permettrait aux petits-enfants de pouvoir jouer. Alors, c'est une interrogation à laquelle on a déjà répondu la dernière fois, M. Spadavecchia. Donc oui, il y aura effectivement une aire de jeu qui sera prévue. Je vais laisser la parole à M. Witterbeck, en charge de cette délégation. Merci, monsieur le maire. On a prévu, tout au moins on le mettra pour le budget 2022, un espace de jeu. On est en train de voir justement avec des devis pour des jeux inclusifs là-bas, au niveau de cet espace. Voilà. Merci, monsieur Witterbeck. Ça m'avait échappé, monsieur le maire. Pas grave. En sachant qu'il y a déjà une aire de jeu là-bas. En fait, c'est un petit tipi avec une table dedans. Ah, je l'ignorais. Voilà, sur la partie du fond, là, il y a un petit tipi. Mais moi, la première fois que je suis allé visiter, j'ai cherché aussi une aire de jeu parce que c'est dans les termes des contrats maintenant. Les bailleurs sont obligés d'intégrer des aires de jeu dans leur comment je vais dire, surface végétalisée. Et donc, on avait visité, et c'est ce qui nous avait été présenté comme aire de jeu. D'accord. Ouais. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, Madame Germain. Par rapport à la prédiction que demain on aura plus d'enfants dans la commune, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui peut ressortir d'une analyse des besoins sociaux. L'analyse des besoins sociaux est en cours. Elle nous est promis premier diagnostic pour le mois de décembre. Donc peut-être que vous avez déjà des éléments à nous fournir. Bon, là, c'est une manière détournée de me poser la question que vous aviez posée en retard. Non. Je veux juste... Non, c'est vous qui dites ça. Moi, Bon, je rebondis juste. J'ai le droit de rebondir vous faites bien, mais là, sur une réflexion par rapport aux enfants. Aujourd'hui, il s'avère que dans des communes où les logements sont plus chers, où les logements sociaux sont parfois plus petits, c'est justement pas forcément des familles qui arrivent avec des jeunes enfants, mais plutôt des familles avec des adolescents. Et c'est là qu'il faut être prudent dans le choix de l'orientation des jeux que l'on veut mettre en place, ou des choix de mobilier qu'on veut mettre en place. Et effectivement, là est l'utilité de l'ABS. Merci. Je vous en prie. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Alors, la délibération suivante, la 2172, donc, concerne le schéma de mutualisation. Donc, en fait, cette délibération vous invite à me permettre de signer une convention avec la MEL concernant un volet urbanisme. Donc, en fait, la MEL, depuis quelque temps, cherche à mutualiser les services. Et l'urbanisme est un service mutualisable qui nous permet, sur les 4 volets d'intervention donc, qui sont proposés dans cette convention, de nous mettre à disposition, 1, une expertise, et 2, des agents que nous n'avons pas forcément, des techniciens que nous n'avons pas forcément dans nos services. Donc les 4 volets qui sont proposés dans cette délibération, vous les avez à l'écran. Donc je vais vous les détailler. Donc c'est d'abord un guichet numérique des autorisations d'urbanisme, donc un portail numérique sur lequel pourront être déposées toutes les
les demandes d'urbanisme, comme vous pouvez le lire à l'écran. Donc à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir tout dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme par voie électronique. Ce service donc, coûterait, si vous voulez bien voter cette délibération, 1 178,38 €. Ce montant diffère en fonction de la taille de la commune, et ce montant donc de 1 178,38 € correspond à la taille de la commune qui est la nôtre, donc entre 10 et 19 999 habitants. Le deuxième volet de ce schéma de mutualisation est de proposer un service instructeur métropolitain en matière d'autorisation du droit des sols. Donc chaque personne, lorsqu'elle souhaite faire des travaux, des aménagements chez elle, donc, peut déposer plusieurs types de documents. Donc vous les avez à l'écran, donc un certificat d'urbanisme préopérationnel, donc A ou B, des transferts de permis de construire. Donc vous avez les sommes qui sont indiquées à côté, donc c'est 96 € pour ces deux certificats que je viens de donner. Ensuite, les déclarations préalables de travaux, 168 €. Les permis de démolir, 192 €. Les permis d'aménager, 288 €. Les permis de construire, 240 € et les permis modificatifs, 192 €. Le troisième service qui est proposé donc, concerne l'affichage extérieur et la police de publicité. Donc là, c'est la même chose. Donc tout ce qui fera objet de réglementation en matière d'affichage extérieur publicitaire, donc transpire dans cette convention et nous coûtera donc à l'acte 76 €. Et le quatrième volet donc, qui nous intéresse, donc, c'est pour faire des enquêtes publiques, donc un registre dématérialisé de procédures de participation du public, donc, qui nous permettra donc, de disposer d'un outil adapté aux procédures d'urbanisme et reconnu par les utilisateurs métropolitains, de bénéficier des supports des services métropolitains, de sécuriser juridiquement les procédures d'enquête publique et de disposer d'un outil mobilisable rapidement sur demande et selon nos besoins. Donc plusieurs prix sont proposés en fonction du volet concerné. Donc une enquête publique avec formation coûtera donc 1 224 €. Une enquête publique sans formation, avec formation sans déplacement coûtera 1 036 €. Une enquête publique sans formation coûtera 641 €. Tout ce qui sera inhérent aux procédures de participation coûtera 641 €. Et tout ce qui sera inhérent aux procédures de concertation coûtera 641 €. Voilà les 4 volets donc, qui sont décrits dans cette convention que j'ai vulgarisée parce que cette convention comprend un certain nombre de pages, je crois une cinquantaine. Je ne pouvais pas lire, bien évidemment, 40, pardon. Je ne pouvais pas lire ces 40 pages. Ça aurait été un peu trop fastidieux. Donc, je me suis permis donc de les résumer au travers de ces 4 diapositives. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Donc, qui nous permettra effectivement d'avoir un service d'urbanisme de qualité. La délibération suivante, je vais céder la parole à Monsieur Six qui va nous présenter également la possibilité de signer une convention donc, entre l'AMEL et nous concernant donc l'aménagement de l'espace du Colombier. Monsieur Six, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, la métropole européenne de Lille mène plusieurs politiques environnementales métropolitaines en interaction, qui s'alimentent et se complètent. Pour augmenter ses efforts de valorisation, de préservation et de développement des espaces nature et de biodiversité sur l'ensemble de son territoire. Pour contribuer au renforcement et au développement de la trame verte et bleue métropolitaine et locale et la restauration de milieux naturels. Plusieurs programmes d'action sont mis en œuvre. Parmi elles, l'AMEL met en place l'opération Espace de biodiversité,
visant à aménager des terrains communaux, plantation de haies, de vergers, de création de mares, d'aménagement pour la faune semi-prairie fleurie. Il s'agit de réinvestir des espaces de nature dites ordinaires et de les valoriser pour aboutir à une plus-value écologique. Sur notre commune, le périmètre d'intervention concerné par ce partenariat porte sur l'espace du Colombier, route de Lincel. C'est pour ça qu'il est demandé donc, au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer la convention si annexée. C'est-à-dire, c'est encore pour le Colombier. Je pense que c'est la dernière partie administrative et on va bientôt pouvoir Il y a la région après. y travailler. Et la région, c'est une subvention. Voilà. Alors, en sachant que nous avons eu l'agréable surprise la semaine dernière, Monsieur Six, et merci pour tout le travail que vous avez fait par rapport à ce dossier, donc d'avoir un accord de subvention. Donc, vous m'aviez autorisé à signer cette subvention par le passé. Donc, nous avons eu l'accord d'une subvention donc de l'ADEME, qui donc c'est l'agence de l'eau, donc qui va nous attribuer une participation financière maximale de 10 140 € sur un montant de travaux finançables maximum à 18 120 €. Voilà, donc effectivement, c'est un projet qui va être qualitatif, sans pour autant être exorbitant au niveau du coût, puisque la MEL prend en charge sa partie de travaux et de végétalisation. Tout à fait. Toute la partie centrale en fait, du projet. Voilà, donc toute la partie extérieure, donc symbolisée par le vert pomme, sera plantée par la société Biforest, donc subventionnée et par l'ADEME et par la région. Et la partie intérieure, comme dit M. Six, donc sera subventionnée par la métropole européenne de Lille. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Donc, qui est... Monsieur, une remarque, monsieur le maire. Oui. Nous sommes pour notre part favorables à cette proposition. Bon, ça rejoint un petit peu l'idée qu'on avait, puisque nous-mêmes, nous avions proposé de faire des jardins partagés tout en conservant une petite bande pour le foot. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas de foot. Bon, j'aime bien jouer à la pétanque, donc ça me va. Merci. Il y aura du volley. Ah, du volley sur le terrain. Oui, c'est la partie... Alors, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est ça, un terrain de beach volley, c'est ça. Ah, d'accord. OK. Bon. Voilà. Bon, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a souvent des jeunes qui jouent au foot. Voilà. Et il y aura de la pétanque aussi. Très bien. Et le fameux fitness extérieur. D'accord. Madame Germain. Monsieur le maire, nous allons donc avoir 2 plages à Vambruchy. Ça, c'est pas une plage, c'est une aire Beach familiale volley de avec promenade. un petit étang quand même. Alors, c'est pas un étang, c'est une zone humide. Alors, cette zone humide va servir à absorber les pluies lorsque, comme aujourd'hui, il pleuvra à forte intensité. Et je ne pense pas que cette zone humide sera en vigilance crue. Ça sera la même que, finalement, au niveau du quartier Est sur le domaine du Grand Air. C'est-à-dire des plantes un peu semi-aquatiques qui absorberont toute l'eau de l'air quand il pleuvra. Pas d'autres remarques? Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Sass, donc pour nous parler un peu budget. Monsieur Sass. Commençons par toujours pas des conventions, mais des partenariats. Avant de passer à cette délibération sur la fourniture d'électricité, je voudrais revenir sur le recrutement des agents recenseurs. J'ai fait un raccourci peut-être un petit peu rapide tout à l'heure. Si vous prenez une feuille par logement, ça fait 1,30 €. Si vous avez 2 habitants dans ce logement, ça fait 2 fois 85. Donc là, si ce ne sont que 2, ça revient déjà à 5 € par logement.
Donc, si vous voulez, comme il y a 400, là, ça fait 2000 € globalement, en partant du principe qu'il n'y a que deux personnes par logement. Il y en a souvent plus, il y en a rarement moins. Donc, on peut compter sur 700 € par personne au bout du mois. Ce qui est quand même beaucoup mieux que 250. Merci pour ces précisions, Monsieur Sass. Donc, pour la fourniture d'électricité, bon, nous étions déjà inscrits auparavant, puisque le marché que nous avions passé avec l'UGAP sous la couverture de la MEL se termine le 31 décembre ici 2021. Il portait le nom de Vague 2. Là, ils ont donné un autre nom, c'est Électricité 3, qui ira du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, 3 ans, comme le précédent. Je pense qu'il est plus nécessaire maintenant de brosser les avantages de faire des achats groupés par l'intermédiaire de la MEL. C'est quand même beaucoup plus intéressant de représenter plusieurs millions de consommateurs plutôt que nos 11 000 habitants. Donc les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc je pense qu'il est évident que l'intérêt est pour nous de passer par ces groupements d'achat. Si vous permettez, je vais continuer sur la deuxième puisque c'est exactement le même principe, mais ça ne concerne plus l'électricité, c'est le gaz. Donc nous y étions inscrits dans cette procédure sous le vocable de gaz 5. Alors là, bon, c'est au 30 juin 2022 qu'il s'arrête. Donc le suivant, qui porte bizarrement pas le nom de gaz 6, mais gaz 7, disons-nous sauté 1, partira du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2025, toujours par l'intermédiaire de l'UGAB sous le couvert de la MEL. Juste une remarque, ce n'est pas une question. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être proposé. Simplement, on peut regretter que le marché de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, ait été dérégulé. Et on constate aujourd'hui les conséquences que subissent les utilisateurs du gaz et de l'électricité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Debsoir. C'est pour ça que moi, de toute façon, je suis toujours resté fidèle aux fournisseurs habituels et historiques. C'est bien. D'ailleurs, au niveau du gaz, ils m'ont gentiment fait un petit SMS pour dire que je n'étais pas concerné par les augmentations. Bon, voilà. Je vais venir habiter chez toi. Bah, t'as raison. C'est ma femme qui nous regarde, là. Le gaz, mais bon. Elle m'a demandé de lui faire un petit coucou, donc je lui fais un petit coucou à mon épouse. Je me permets, excusez-moi, ce moment de légèreté. Donc, qui est contre ces deux délibérations que M. Sass vient de présenter? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité, merci beaucoup. Alors, délibération suivante, donc, qui concerne le budget principal et l'affectation donc comptable du résultat de l'exercice 2020. Monsieur Sass, la parole est à vous. Voilà. Donc, sur le tableau que je vous présente actuellement, vous avez ce que nous avons voté donc, au mois de février, lorsque nous avons voté le budget 2021, avec la reprise anticipée des résultats. Les résultats n'ont bien entendu pas changé, sont toujours les mêmes. On a un résultat cumulé en fonctionnement de 2 824 303 € et en investissement de 626 883. Nous avions décidé de reporter ces deux excédents dans les sections qui les concernaient, en 001 et en 002, en excédent reporté pur et simplement. Donc, ce qui concernait les écritures non budgétaires, mais non qui ne capitalisaient pas. Je vous propose aujourd'hui donc de ne reporter en fonctionnement que 1 824 303,80 € en excédent reporté pour le fonctionnement et de retirer 1 million de cet excédent pour le mettre en excédent capitalisé, c'est-à-dire donc en investissement. Et ce que cette écriture fera donc l'objet d'un tir et sera vraiment une écriture réelle qui sera donc reprise dans le compte administratif, à l'inverse des deux autres, en 001 et 002, qui ne sont pas repris au compte administratif. Ce qui nous permet d'avoir
un autofinancement qui soit intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce que M. Sass vient de dire? Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? 2 voix. M. Spadavecchia, Mme Guillou. Alors, la délibération suivante, donc, M. Sass, c'est une décision modificative donc, du budget principal. La parole est à vous. Alors, elle est un petit peu conséquente, mais c'est la seule qui a été prise donc, tout au long de l'année 2021, puisque c'est la première, et ça sera donc la seule. Donc, c'est quelque chose qui a été vu donc, en commission, bien entendu, puisque le budget est voté au chapitre. On travaille ici donc uniquement sur des chiffres qui sont globalisés. Donc, les charges à caractère général augmentent de 57 500 €. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur donc de cette décision modificative, il y a pas mal de lignes qui ont été bougées. Ce qui a été expliqué et ce que vous avez donc pu lire sur le compte rendu des 2 commissions finances qui ont eu lieu le 8 et le 22 novembre. Il y en a une en particulier qui concerne donc les fêtes et cérémonies, puisque lorsque nous avons voté le budget, nous n'avions pas encore eu une intervention de la trésorière qui nous demandait de regrouper sous l'article 62-32 toutes les dépenses qui concernaient les fêtes et cérémonies. Et nous les avions ventilées, donc dans les achats de prestations de services, dans les autres matières, dans l'alimentation, dans les locations. Location immobilière, par exemple, pour le forum, on a loué des stands. Pour les foires, expositions, pour les réceptions, pour le gardiennage. Le gardiennage, nous avions mis ça au 62-82, qui est un article spécifique au gardiennage. La trésorière nous a demandé de regrouper tout ça dans les fêtes et cérémonies. Donc, ce qui concerne le gardiennage du forum, vous le retrouvez dans les fêtes et cérémonies et compagnie. Donc, ce qui, là, a fait un mouvement d'à peu près 110 000 €, donc entre le 62-32 fêtes et cérémonies, par le débit de tous les autres petits articles qui avaient été provisionnés au départ lors du budget. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cet article 11 qui bouge et qui est donc notable, si j'ose dire? C'est des locations des modulaires pour les travaux de pasteur, 25 000 €, des honoraires, et puis c'est à peu près tout. Au niveau ensuite des charges de personnel, on doit rajouter 100 000 € à ces charges de personnel, essentiellement dues au centre de loisirs, qui ont été donc très bien accueillis sur la commune et bien fréquentés, tellement bien fréquentés que nous avons dû multiplier donc les lieux d'accueil. Et qui dit multiplier les lieux d'accueil dit de nommer des directeurs supplémentaires, des directeurs adjoints supplémentaires. Ensuite, on a une semaine de plus au mois de décembre, ce qui fait que pour réussir à faire la paye du mois de décembre, il faut absolument rajouter donc un crédit dans ce chapitre 12. Au niveau du chapitre 14, qui est les atténuations de produits, là, on avait provisionné donc la pénalité de la loi SRU prévue pour le manque de logements sociaux sur la commune, et puis ils nous l'ont fait une remise gracieuse, si j'ose dire. Donc nous ne devons pas la payer, donc nous pouvons reprendre donc ce crédit que nous avions provisionné. Ensuite, je vais sauter le 23 et le 42 pour passer au 65 directement, je reviendrai sur les 2 autres après. 24 000 € en plus au 65, autre charge de gestion courante. Là, il s'agit de la subvention spécifique donc pour le CCAS. Nous avons en cours d'année muté, si j'ose dire, il était déjà à moitié au CCAS et à moitié donc agent de la ville. Donc c'est un agent qui se partageait entre les 2 structures. Comme nous avons transféré le service aîné au CCAS, il était normal pour nous de transférer l'agent qui s'en occupait aussi, si bien que l'agent qui était donc au guichet de la ville et qui s'occupait des aînés, du colis des aînés, du logement, maintenant il travaille directement au CCAS et il continue à s'occuper de la même chose. Mais bien entendu, le budget du CCAS n'avait pas prévu donc la charge de personnel adéquate, et donc nous abordons sa subvention de départ,
qui était de 90 000, si mes souvenirs sont bons, 80 80, ouais. 80. C'est Voilà. Donc, on rajoute. Donc, l'année prochaine, bien entendu, cette subvention tiendra compte donc, du nouveau périmètre donc, du CCAS. Ça fait donc à peu près 660 000 € en moins dans les dépenses de fonctionnement, essentiellement dû au virement de la section d'investissement que nous diminuons de 691 700 €. Donc vous retrouvez la même somme en moins dans les recettes d'investissement, bien entendu. Et 99 500, ça c'est les dotations aux amortissements qui avaient été surévaluées. Pas surévaluées dans le calcul, c'est surtout surévalué quand elle a tapé sur les touches de l'ordinateur. Elle a tapé le A3 au lieu de taper A2. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc il y avait à peu près 100 000 € de trop. Donc nous reprenons donc cette dépense en moins dans le fonctionnement et nous le reprenons en recette en moins, bien sûr, dans l'investissement. Au niveau, bien sûr, ces 660 000 € en moins dans les dépenses, nous les compensons par 660 000 € en moins dans les recettes. On a eu donc des impôts en plus, 429 000 € d'impôts en plus, essentiellement, si j'ose dire, dans le droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement, c'est tout ce qui découle des opérations immobilières sur la commune pour 235 000 €. Des impôts directs, là, c'est un rappel sur la TH, 176 000 €. Par contre, on retire 235 000 € d'un autre côté, puisqu'on avait mis ça dans le 74, dans les dotations de l'État, et c'était dans le 73. Donc là, nous avons un petit rappel, donc 429 000 €. Les dotations et subventions et participations. Donc ça, c'est dans le 74. Ça, c'est essentiellement les subventions qui étaient prévues sur des projets qui datent de 2018 et même avant, des travaux qui n'ont pas été faits et que les subventions étaient prévues. Alors, qui dit travaux non faits, bien sûr, dit subventions pas versées. Donc, c'est des subventions qui n'ont pas été versées pour des travaux qui n'ont pas été faits. Au niveau du reversement de salaire, donc, nous avons 7 000 € en plus. Et donc, l'excédent de fonctionnement reporté qui diminue de 1 million, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans la ventilation des résultats de l'année. Donc, en moins dans le 0,2, mais vous allez le retrouver en plus, bien entendu, de l'autre côté, puisque vous trouvez en recette d'investissement 978 500 € au 0,10. Normalement, c'est 1 million, moins une différence sur le FCTVA. Le FCTVA qu'on avait donc espéré plus élevé, on a eu un peu moins. Donc, au 0,10, on n'a que 978 500 €. Les subventions perçues, l'emprunt, nous le diminuons, bien entendu, puisque comme nous mettons 1 million de plus en 10,68 pour la capitalisation, nous avons donc automatiquement un besoin en emprunt diminué. Les opérations patrimoniales, 900 €, ça c'est pour ce qui était donc des opérations de vente et d'achat. Il était... si vous voyez la procédure comptable, lorsque nous passons les annonces, tout passe dans le chapitre 20 en investissement. Une fois que les travaux sont terminés, il faut que ces dépenses en 20 et compagnie passent dans le 21. Et donc, c'est pour ça qu'on les a en dépenses d'un côté et en recettes de l'autre. C'est pour solder un compte 20 pour le passer donc et mettre à jour, si vous voulez, les valeurs faciales donc, des bâtiments concernés. Les recettes et les dépenses d'investissement diminuent globalement d'à peu près 500 000 € puisqu'ils diminuent de 499 100 €. Bon, il n'y avait pas de dépenses vraiment supplémentaires qui nous ont fait faire ça. C'est uniquement donc des ajustements. Alors bon, les moins 500 000 € dans les immobilisations corporelles, s'établissent d'une manière bien précise. C'est l'abandon de l'acquisition de la salle du Petit Paradis pour 700 000 €
et un surplus de travaux donc, de l'église pour 200 000 €. Ce qui explique les moins 500, les moins 700 plus 200, ça fait donc moins 500. J'ai essayé d'être clair. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Alors, Monsieur Debergue. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons nous abstenir de voter, déjà parce qu'on s'était abstenu lors du budget, et qui plus est par le fait qu'effectivement, comme vient de le dire M. Sass, le fait que vous avez renoncé à l'achat de la salle de convivialité qui avait été promise à l'époque aux résidents du Petit Paradis, donc on ne serait pas cohérent de voter pour par le fait que vous avez renoncé à cet achat, qui me tient à cœur et qui tenait à cœur à des gens qui étaient présents à l'époque et pour lesquels on l'avait promis. On a déjà débattu longuement là-dessus, donc je reste cohérent avec ma position pour être droit dans mes baskets vis-à-vis des gens que je rencontre après. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, M. Spadavecchia? Non? Non, simplement pour dire que nous nous abstiendrons aussi. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. 6 abstentions. Ah oui, M. Muté, pardon, c'est vrai, excusez-moi. 5 abstentions. En tout cas, je tiens à remercier Monsieur Sass. Mais j'ai pas fini. Et également, je sais, mais c'était le gros du budget. Et bien évidemment, Madame Delbecq qui fait un travail remarquable chaque jour. Merci à vous deux. Donc maintenant, je vais vous présenter donc 2 délibérations sur un seul tableau, puisque c'est les crédits provisoires. Donc ça, c'est une opération que nous faisons tous les ans. C'est une délibération technique, si j'ose dire, qui nous permet donc de pouvoir continuer à travailler sur la section d'investissement dans l'attente du vote du budget. Donc la loi nous permet d'ouvrir des crédits provisoires pour 2022, équivalent au maximum à 25% des crédits ouverts l'année précédente. Donc là, je vous ai indiqué le montant des crédits ouverts sur 2021 et on a pris le quart pour pouvoir donc travailler dans les différents chapitres, chapitre 20, 204, 21, 23, 27. Et donc, on a un crédit d'ouvert d'1 354 648,99 € pour donc dans l'attente du vote du budget principal donc pour l'année prochaine. Au niveau du port de plaisance, sur les 2 lignes du dessous, les crédits ouverts étaient nettement plus petits, bien sûr. 200 € sur le chapitre 20 et 16 000 sur le chapitre 21, ce qui donne la possibilité donc au niveau du port de plaisance d'engager donc des dépenses d'investissement pour 4 056,62 € et 62 centimes. 4006. 4006. J'ai dit quoi? 4056. Bah, c'est 4056. Pardon, mille excuses. 4056. 4006 plus 50, ça fait 4056. Donc ce sont 2 délibérations donc, qui sont à voter. La 78 pardon, et la 79. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ces 2 délibérations? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Toujours la parole à Monsieur Sass, donc pour des admissions en non-valeur. Monsieur Sass, la parole est à vous. Donc la trésorerie de Saint-André nous a fait parvenir, comme tous les ans, une liste donc de créances qu'elle estimait irrécouvrables, donc 1719,68 € qu'elle nous avait envoyé au départ. Entre deux, elle nous a envoyé 2-3 mails pour dire qu'il fallait supprimer de cette liste plusieurs titres qui avaient été soldés. Donc 27,90 € pour le titre 401, 19 € pour le 1563 et 217,88 € pour le titre 1378. Alors le 19, c'était des frais de musique, 217,88 €, c'est des frais de mise en fourrière, et les 27,90 €, c'était donc des frais de cantine. Il reste donc 1454,90 € à admettre en non-valeur. Sur ces 1454,90 €, vous avez 230 € qui correspond à un dépôt sauvage que nous avons fait nettoyer. 5 mises en fourrière qui n'ont pas été payées pour 1089 €.
3 factures de cantine pour 75,50 € et puis un dépôt de benne pour 60 € qui n'a pas été réglé. Et que le trésorier n'arrive pas à récupérer. Comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas parce que nous le mettons en valeur aujourd'hui que les procédures s'éteignent. Il continue à essayer de récupérer donc les fonds. Merci, monsieur Sass. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Alors, la délibération suivante donc, concerne le marché de Noël et plus précisément la création d'un tarif pour les exposants. La parole est à madame Spotbin. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez certainement vu sur les panneaux d'affichage, le marché de Noël se déroulera cette année au sein du château de Robersart. Pour cette première édition, dont vous pourrez prendre connaissance du programme des festivités au cours de la semaine prochaine sur nos différents canaux de communication, nous avons dû créer un tarif pour les exposants. Donc, les exposants retenus devront rendre le règlement intérieur signé et s'acquitter d'une redevance fixée à 50 € par stand pour le week-end. Cette somme est forfaitaire et inclut tous les fluides de consommation énergétique. Et chaque exposant remettra également un chèque de caution de 200 €. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter ce rapport. Et au passage, j'aimerais remercier également tout le service animation de la ville, car ils ont géré d'une main de maître cette nouvelle organisation pour notre beau marché. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. J'apporte juste une précision avant de donner la parole à monsieur Spadavecchia. Donc en fait, on vote cette délibération une fois sans préciser de lieu, comme ça on n'aura pas à la revoter tous les ans. Si demain nous changeons de lieu et que nous décidions de ne pas changer le prix, cette délibération sera valable. Monsieur Spadavecchia. Merci, monsieur le maire. C'est une simple remarque compte tenu du contexte. Même si 50 €, ça peut paraître une somme raisonnable, voire modique, je m'interrogeais, et nous nous interrogions, pour savoir si, compte tenu du fait que de nombreux marchés de Noël, de nombreuses manifestations sont annulées, on ne pourrait pas, dans un geste, je dirais, de solidarité vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis des gens qui essayent de s'en sortir dans ce moment de pandémie qui est en train de s'aggraver, faire carrément quelque chose de totalement gratuit. Alors, ça aurait été une possibilité. Maintenant, par rapport à la métropole, on est le marché le moins cher, le marché de Noël le moins cher de la région. Il n'y a pas un marché en dessous de 100, 150 € le stand. On aurait pu faire une gratuité, c'est vrai. Maintenant, c'est aussi quelque chose d'engageant de devoir régler une somme telle qu'elle soit, mais c'est un minimum, je pense, sachant, vu toute l'animation qu'on va mettre autour, on peut jamais garantir le succès pour les commerçants de leur vente, mais vraiment, avec toutes les animations autour, je pense que ça leur sera profitable. Et on n'a eu aucun retour sur le tarif, à part le retour de « vous êtes vraiment les moins chers de la région ». Non, mais c'est ce que j'ai dit, la somme est modique. Mais après, c'est un engagement aussi. Parce que la gratuité, si vous ne venez pas le jour même, tout ça, c'est pas toujours un bon moyen d'aider les gens. Parce que là, finalement, on est sur un autre débat, mais... Combien il y a de commerçants qui sont... On serait une trentaine. D'accord. D'exposants. Ça va être... dans les différentes salles, donc il y aura un parcours qui fera... Le parcours dans les différentes salles. Et dans le bas, on aura des choses un peu plus alimentaires. Et avec Madame Orman, on a fait une jolie sélection de créateurs, parce qu'il y a eu énormément de demandes. Et on aura des animations pour les enfants, il y aura un photocall, mais vous pourrez vraiment tout découvrir cette semaine, le programme. Merci, Madame Spadi. De rien. En espérant que le contexte sanitaire, évidemment, n'évolue pas et que la préfecture ne nous impose pas une fermeture. Et si je peux me permettre, ce n'est pas un nouveau tarif, c'est un tarif qui existait de tout temps. Il existait auparavant, on a été obligé de repasser la délibération, comme je l'ai indiqué en commission,
parce que sur les précédentes, c'était indiqué le lieu. Donc là, comme le lieu changeait, on était obligé de repasser une délibération, ne serait-ce que pour indiquer qu'il n'y avait plus le lieu précis. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à M. Witterbeck qui va aborder donc le problème de mutualisation partielle de nos polices municipales avec nos communes partenaires de Marquette, Saint-André et la Madeleine. M. Witterbeck, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, il est proposé au conseil municipal, en fait, d'adopter une mutualisation qui implique la signature de celle-ci, qui sera mise en commun, valable 1 an reconductible, qui a notamment pour but de définir les dispositions et conditions régissant la mise en commun des agents des polices municipales des communes partenaires. Donc, le but est d'approuver le principe d'une mise en commun, comme il a été dit, d'agents de police municipale, afin de créer une brigade pluricommunale de surveillance et de tranquillité nocturne pour les communes de Marquette-les-Lilles, Saint-André, Vambrochy et la Madeleine. D'autoriser tout simplement, monsieur le maire, à signer la convention correspondante si annexée pour une durée d'1 an reconductible, portant mise à disposition partielle d'agents de la police municipale de Vambrochy. De prendre acte de la signature de monsieur le maire d'un avenant de la convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. D'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Donc, si vous me permettez d'apporter une petite précision, j'ai fait une erreur sur mon diaporama. Le tacite reconduction n'est pas enlevé. Hein. Donc ça, c'est important de le dire. Effectivement, c'est reconductible dans la mesure où cette expérience que nous allons conduire prochainement, et on avait déjà abordé la question dans les précédents conseils municipaux, restera en phase expérimentale et bien évidemment sera sujette peut-être ou pas à des arrangements des aménagements. Des aménagements, voilà. Tout à fait. Merci, M. Witterbeck. Est-ce qu'il y a des questions, M. Spadavecchia? Une remarque déjà, puisqu'on parle du renouvellement de cette convention, j'imagine... C'est pas un renouvellement, c'est... Non, du renouvellement dans 1 an. Ah. En ce qui nous concerne, commençons effectivement par le début, en ce qui nous concerne, nous sommes, et nous l'avons toujours été, attachés à la sécurité des biens et des personnes. Notre groupe considère que cette convention va dans le bon sens. Mais, par exemple, il faut mettre en place des garde-fous, comme on l'a toujours dit, et je crois que la démocratie, c'est ça. On a une commission de sécurité au sein de notre ville. J'imagine qu'elle sera réunie avant de prendre la décision, dans 1 an, de renouveler ou pas cette convention. De toute façon, on fera des bilans, effectivement, bilan avec mes 3 collègues qui sera, et puis sans doute les adjoints de sécurité des 4 villes et bilan, bien évidemment, qui seront présentés en commission. D'accord, parce que, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, ce sera des patrouilles avec des policiers qui seront armés, des policiers municipaux qui seront armés. Lors du mandat précédent, j'étais en charge de la sécurité, comme vous le savez, et j'ai toujours eu à l'esprit de veiller à ce qu'il y ait une bonne adéquation entre la dangerosité du métier exercé et la rémunération perçue par les policiers municipaux. J'espère, mais vous me l'avez dit en commission, mais peut-être le répéter de façon publique, que du fait de ces patrouilles nocturnes qui génèrent quand même un certain nombre de sujétions et de risques, il y aura des rémunérations qui prendront en compte de manière proportionnée les risques et les inconvénients. Alors, une réponse, mais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ça sera du travail de nuit, donc la rémunération sera plus importante. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les salaires de nos agents, il y a aussi des primes. Bien sûr. Donc ces primes seront bien évidemment sujettes à évoluer si le travail de nuit est effectué par nos
nos agents. Et sur ce niveau-là, est-ce qu'il y aura une homogénéisation des primes qui seront versées pour les policiers de ces 4 villes? Alors ça, après, donc la convention précise que chaque ville est responsable de ce qui se fait dans sa ville. C'est-à-dire que si la ville de Marquette prend une décision sur les salaires, ça n'a rien à voir avec ce que nous pourrions prendre comme décision. Chaque ville est libre dans... la convention le précise. Hein. Je comprends, et je comprends l'esprit, j'y suis tout à fait favorable. On verra ça ultérieurement lors de la prochaine délibération. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que je ne voudrais pas que nos policiers municipaux vambrocitains touchent, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, touchent une prime de 30 € ou 40 € parce qu'ils travaillent une nuit, et que leurs voisins touchent plus. Après, ça dépend... Voilà. De l'ancienneté, ça dépend du grade. Enfin, il y a plein à niveau égal. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte de l'attribution de ces primes. Il y a des plafonds, en fait. Hein. Oui, je comprends bien. Mais bon, qu'il n'y ait pas de disproportions trop importantes qui peuvent créer une grogne au sein d'un même équipage et qui serait donc contre-productive par rapport à l'objectif poursuivi. Après, je peux voir avec mes 3 collègues, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Debergue. J'ai une petite question qui est d'ordre technique, j'ai un doute et j'aimerais qu'il soit levé. Dans la Convention, page 3, il est marqué le relevé des infractions au Code de la voirie routière, le dépistage de l'alcoolémie et des stupéfiants. Alors, de mémoire, il me semblait que les municipaux, ils ne pouvaient pas faire souffler dans les compagnies. Un kit, ça coûte 500 €. Là, on va s'en doter l'année prochaine. Donc ça, c'est nouveau. En fait, ça n'existait pas, mais ça va le faire. Alors, je ne sais pas si ça n'existait pas. En tout cas, aujourd'hui, ça existe. Ben, moi, de mémoire, hein, c'est pour ça ma question n'est pas piège. Il me semblait qu'il ne pouvait pas le faire. Il devait faire appel à la police nationale pour le faire constater. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, ils pourront le faire. Ouais. Aussi bien même pour le dépistage de la drogue. D'accord. Okay. Pour information, pour le budget, on a 2022, on a budgétisé kit de anti-drogue. Tout à fait. Mais en même temps, moi, le doute que j'avais, est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Si on achète les... Non, mais l'achat, c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont habilités au niveau des réglementations? Si notre chef de poste nous demande d'acheter, c'est qu'ils sont habilités, M. Debergue. Ok. Et j'ai une petite question qui a à voir avec la sécurité au niveau des citoyens référents. On s'était vu le 22 novembre. Je ne sais pas si vous avez avancé là-dessus depuis pour la communication sur les référents. Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais pour vous répondre quand même, non, mais on parle de sécurité. Oui, mais pour vous répondre quand même, aujourd'hui, les chartes au niveau des citoyens référents, il y en a 14 qui ont été signés, sont repartent en préfecture pour validation totale. Il y a eu le tour de la ville qui a été fait par la police municipale afin de prévoir les panneaux à l'entrée de la ville. Je crois qu'il faut remettre en conformité d'ailleurs certains panneaux déjà au niveau de la vidéoprotection qui ne sont pas bien établis, mais il doit y avoir 17 panneaux qui vont être établis au niveau de la ville. Merci. Donc je reprends la parole avant de recéder la parole à M. Sass. Donc concernant le CIVOM, puisque M. Sass va nous parler juste dans la foulée du CIVOM. Le vote, monsieur. Oh, excusez-moi. Mille excuses. Et donc je reviens à la délibération sur la mutualisation partielle des polices municipales pour les brigades nocturnes. Qui est contre? Madame Diévard qui est fidèle depuis le début à ça. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et donc qui est pour le reste? Madame Walkerton-Bosch. Donc j'en viens au CIVOM avant de laisser la parole à Monsieur Sass. Donc la commune de Bondu a souhaité se retirer du CIVOM et nous avons acté notre accord ou notre désaccord par rapport à ça. Sachant que si nous ne votons pas cette délibération, dans 3 mois, au jour où le CIVOM a acté que Bondu voulait sortir, si nous ne votons pas cette délibération, ça sera réfuté comme notre volonté que Bondu ne sorte pas du CIVOM. Voilà, donc c'est pour ça qu'on passe cette délibération.
J'ai été clair ou pas? Si on ne vote pas cette délibération, ça veut dire que, voilà, si on ne présente pas la délibération, ça veut dire qu'on est contre le fait que Bondu sorte. Beaucoup, c'est si on ne présente pas, c'est réputé pour, là c'est le contraire. Voilà. Donc, je vous pose la question, qui est contre la sortie donc, de la ville de Bondu du Sivom? Qui s'abstient? Pardon, monsieur le maire, j'ai des remarques à faire. Je vous en prie, excusez-moi, monsieur Spadavecchia. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, écoutez, moi, ce que je constate, on a la Madeleine qui est partie. On a Comines qui est partie. On a, pas encore. Pas encore. Qui a fait part de son intention de partir. On a Bondu. On a Lambersart. Alors, je ne dirais pas que le bateau est en perdition, parce que l'expression est un peu triviale, mais on peut s'interroger. Il y a eu un audit qui a été fait. Cet audit a remis en cause notamment la légitimité du Sivom à gérer l'EHPAD qui se trouve à Saint-André. Bon. C'est à Marquette, le Sivom de Marquette. Oui, l'EHPAD de Marquette, pardon. Oui, pardon. Écoutez, on peut quand même s'interroger. Alors, je sais, vous l'avez déclaré dans la presse, que vous êtes favorable à ce que Vambrochy reste dans le Sivom, au sein du Sivom, mais on peut quand même s'interroger. Hein, si je relis un petit peu ce qu'ont dit les uns et les autres, le maire de la Madeleine, avec qui vous êtes proche, nous a dit à quitter le Sivom. Il avait la compétence emploi, hein, parce que c'était trop coûteux. Le maire de Lambersart, Nicolas Bouche, a dit que c'était trop cher également. Hein, et à l'époque, puisqu'il y a eu une réforme depuis, et M. Nicolas Bouche, je le cite dans La Voix du Nord, l'idée que le Sivom serve en partie à payer les indemnités des élus ne me paraît pas acceptable. Alors à l'époque, il y avait un nombre de présidents et de vice-présidents, je dirais, assez important. Il a été réduit du fait de cette pression, finalement, qui s'est exercée. On s'aperçoit, quand on regarde un peu plus près les choses, qu'il y a des compétences qui étaient au Sivom et que la loi a donné à la MEL, hein, ce qu'on appelle le secteur du tourisme, tout ce qui est réseau câblé, notamment. On s'aperçoit que de nombreuses compétences sont en doublon entre la MEL et le Sivom, l'urbanisme, les archives, l'emploi, le développement durable. Moi, ce que je me dis, c'est que quand même, ces héritages du passé, ces constructions qui trouvent leur origine dans des choix politiques qui ont été faits avant la MEL, hein, à l'époque de l'établissement précédent, c'est un petit peu ce millefeuille administratif, ce millefeuille extrêmement opaque qui fait que les citoyens, ils votent plus. C'est un petit peu pour ça qu'on a des taux d'abstention qui sont absolument pharaoniques, parce que les citoyens, ils ne comprennent pas. Et je vous laisserai répondre, naturellement, monsieur le maire, mais je vois, par exemple, et la délibération précédente en est un bon exemple, c'est que on peut très bien travailler à une mutualisation de nos polices municipales sans avoir besoin d'une structure aussi lourde, aussi opaque, et qui génère des frais de structure qui sont ce qu'ils sont. Voilà. Ceci étant dit, je voterai pour le retrait de Bondu. Il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé de prendre à la volée ce que vous avez dit et je vais essayer de vous répondre. Donc effectivement, c'est pas parce que Sébastien Leprêtre je suis très proche de Sébastien Leprêtre que je dois être d'accord avec tout ce que Sébastien Leprêtre fait. Non, Même chose avec Dominique Legrand et Elisabeth Masse. Des fois, on n'est pas d'accord et on se le dit. Des fois, ils nous proposent des services d'intercommunalité. On n'est pas obligé. Voilà. Il n'y a aucune application entre nous et c'est bien pour ça qu'on fait partie de la même famille parce qu'on a été très clair dès le départ.
Et voilà, chacun reste libre de travailler en intercommunalité ou pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'ai dit le mot intercommunalité. Et évidemment, avec, je vais dire, ma manière de travailler avec mes 3 collègues donc, que je viens de citer, bien évidemment, vous comprendrez que je suis très attaché à cette intercommunalité. Mais si je veux continuer à travailler avec Delémont, avec Quesnoy-sur-Dole, là, nous, aujourd'hui, on a plus une intercommunalité qui va vers Lille. Mais il y a aussi une autre intercommunalité donc, qui va de l'autre côté. Et c'est ce que le CIVOM finalement symbolise. Ça nous permet aussi de travailler avec d'autres communes que les 3 communes partenaires avec qui, bien évidemment, j'entretiens des rapports plutôt privilégiés. Donc, vous parlez de compétences en doublon. Et là, effectivement, c'est ce que le rapport KPMG a soulevé, ces rapports en doublon. Sachez, enfin, vous participez de temps en temps aux conseils syndicaux. Et vous avez bien vu que là, l'objectif, c'est justement de renouveler nos compétences pour éviter d'avoir des doublons, justement. Et les compétences donc, qui sont aujourd'hui en vogue, ce seront des compétences liées au développement durable. Donc là, on va essayer ensemble de mettre en place des compétences sur le développement durable. Vous savez, vous verrez bientôt dans le calendrier apparaître, il y a eu un événement qui s'appelle Dragon Time. Cet événement a coûté beaucoup d'argent. Sans le CIVOM, on n'aurait pas pu le faire, cet événement. Donc il y a plein de choses qui nous font, qui me font dire qu'il ne faut pas quitter le CIVOM. Vous me parliez tout à l'heure aussi de Nicolas Bouche. Nicolas Bouche, bien avant de connaître, c'est quelqu'un que je respecte énormément, Nicolas, mais bien avant de connaître le fonctionnement du CIVOM, puisqu'il n'était pas élu, alors je ne sais pas si c'était élu au CIVOM, mais bien avant d'être élu maire, il avait déjà dit « je veux sortir du CIVOM », sans pour autant connaître le fonctionnement du CIVOM. Donc finalement, c'est un engagement de campagne qu'il respecte, et ça c'est respectable pour lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, vous parliez tout à l'heure que c'est un héritage du passé. Dans le passé, le CIVOM s'est construit avec 4 communes, dont la commune de Lambersart. Et il y a une convention qui a été signée, on peut appeler ça une convention, ou un pacte qui a été signé entre les 4 communes. Le CIVOM a été constitué autour de l'EHPAD de Marquette que vous signez tout à l'heure. Et chacune des 4 communes s'est engagée à prendre en charge les frais de fonctionnement de cet EHPAD. Et donc la convention étant signée, bien qu'elle ait été signée il y a quelques années, une vingtaine ou 25 ans, la commune de Lambersart va continuer à payer pour l'EHPAD, puisque ça a été signé par le maire en son temps. Donc voilà, et je pense que le CIVOM, c'est aussi une belle manière de mutualiser des moyens. Tout à l'heure, je disais que la MEL, au travers de son contrat de mutualisation, nous donnait des expertises. Le CIVOM, c'est aussi 12 personnes qui sont salariées, et c'est 12 personnes qui nous donnent leur expertise au quotidien. Donc voilà pourquoi moi, je ne veux pas que Vambrechy sorte du CIVOM, parce que le CIVOM a encore beaucoup de choses à nous donner, si tant est que les personnes qui veulent y rester travaillent ensemble pour construire de nouvelles compétences qui ne sont pas des compétences doublonnées avec la MEL. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions par rapport à cette délibération ? Donc, qui est contre le retrait de Bondu du CIVOM? Qui s'abstient? Voilà. Donc, tout le monde est pour. Donc, moi, je suis pour. Hier, mon collègue de Marquette, vous voyez comme quoi on ne suit pas toujours la même ligne. Mon collègue de Marquette, Dominique Legrand, lui, s'est abstenu sur la sortie. Donc, les raisons pour lesquelles il s'est abstenu sont pas les... Enfin, je suis dans la même lignée que Dominique. Dominique, lui, soutient l'intercommunalité. Je soutiens également l'intercommunalité. Mais je ne vais pas prêcher une intercommunalité avec quelqu'un qui n'a pas envie de faire partie de l'intercommunalité. Donc, voilà pourquoi moi, je vote pour. Et je suis certain que Patrick Delebarre, s'il retrouve une compétence dans laquelle il peut s'identifier, je
vois pas ce qui ferait qu'il ne rejoindrait pas à nouveau le CIVOM. Le tout étant de trouver vraiment les compétences qui vont bien et qui correspondent à tout le monde. En fait, Patrick Delebard, lui, dit, aujourd'hui, moi, les fêtes de l'ADEL, elle passe pas à Bondu. Donc, effectivement, je ne vois pas d'intérêt à rester au CIVOM. C'est une grosse partie de la raison pour laquelle il sort. Voilà, donc, vote pour à l'unanimité. Donc le CIVOM toujours, donc je vais laisser la parole à Monsieur Sass qui va nous présenter donc le compte rendu d'activité, le rapport annuel d'activité du CIVOM. La parole est à vous, Monsieur Sass. Alors ça, c'est si vous me le permettez, parce qu'on a reçu ce rapport vendredi et on n'a pas eu le temps donc de l'inscrire à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Sinon on le reporte donc, si vous le voulez pas ce soir, moi c'est prêt. Si vous ne voulez pas ce soir, ça sera en janvier. C'est vous qui décidez. Là pour combien de temps? Oh, j'en ai pour 10 minutes. Bon, 10 minutes. Allez. On y va pas? On y va. Ok. Bon, j'ai fait quelques... On y va, mais c'est quand même dommage que vous ayez refusé nos questions. Mais ça, c'est arrivé vendredi, Monsieur Debergue. Non, mais je sais, mais je suis d'accord. Mais oui, la première question, c'était vous êtes garant. Simplement vous dire que c'est un petit peu un manque de fair play. Non, mais bon, non, l'avenir nous le dira. Non, c'est le respect du règlement. Si je vous dis oui aujourd'hui, demain vous allez me les envoyer à 3h de l'après-midi. Donc non, c'est 24 heures, c'est 24 heures. C'est écrit dans le règlement intérieur. Non, mais on retient ce que vous venez de dire. Respect du règlement intérieur, on l'entend bien, pas de souci. En revanche, ce serait bien que vous vous y conformiez aussi pour nos questions écrites, parce qu'il y en a certaines qui restent en souffrance depuis des mois. Bah, posez-les, mais en temps et en heure. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci, mais on va peut-être pas refaire le débat à cette heure-ci sur les questions. Par contre, on attend aussi des réponses à nos questions. Il n'y a pas de lézard, mais vous les posez en temps et en heure, vous aurez des réponses. Ce n'est pas géométrie variable, l'application du règlement intérieur. Bah, c'est bien, exactement, c'est bien pour ça que je vous demande de le respecter. On vous demande aussi. Bah, posez-moi les questions en temps et en heure, vous aurez vos réponses, Mme Diavard. Monsieur Sass. Voilà, donc, sur l'ensemble des compétences, donc toutes les communes d'origine, il n'y a qu'à la carte où il y avait Bourdu, commune de Lebon, Macabarel et Warneton. Alors la Madeleine est sortie il y a 2 ans, de toute façon. Il n'avait que la compétence emploi. Bondu va sortir, il n'avait plus aucune compétence, parce qu'il faut savoir que Bondu est entré dans le CIVOM à l'occasion donc du numérique. Et Bondu est entré parce qu'il avait des liens très forts avec Numéricable et il est rentré donc dans le CIVOM pour négocier pour l'ensemble des communes du CIVOM. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les ans, encore pour 2 ans, nous touchons donc pour les lignes qui sont sur notre commune. Si Patrick Delebard n'avait pas été là, je pense que nous n'aurions rien touché du tout au niveau de notre réseau donc pas de fibre, mais donc d'Internet. Et c'est pour cela qu'il était rentré. Maintenant, il n'avait plus aucune raison d'y rester. Il avait pris non pas une compétence, mais un service qui est les archives. Alors, contrairement à ce que Georges Spadavic a dit tout à l'heure, ce n'est pas un service qui fait double emploi avec celui de l'AMEL. Parce que ce n'est pas du tout le même travail. L'AMEL se contente de stocker les archives, tandis que les agents du CIVOM préparent les archives pour être envoyées à l'AMEL. C'est tout un boulot, avec bien sûr nos agents, mais c'est eux qui font tout le recensement et compagnie, ce n'est absolument pas le même travail. Quant à l'urbanisme, bien entendu, c'est le même travail, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que les gens de chez nous, Vambrechy, peuvent très bien aller au bureau du CIVOM à Marquette pour déposer leur dossier, pour demander des renseignements, pour demander de l'aide, alors que s'ils vont à l'AMEL, à mon avis, ils ne seront pas spécialement reçus. Ensuite, les dispositions financières et fiscales, les recettes fiscales s'élèvent globalement à 1 247 000 et Vambrechy cotise dans ce montant-là pour 121 995 €. Il s'ajoute la contribution de compensation de la TBU pour certaines communes et pour Vambrechy, c'est 33 802,98 € sur un total de 304 000 à peu près. C'est Lambersart qui est le plus gros contributeur à ce niveau-là, avec Marc Barreul, qui, Marc Barreul, n'a qu'une seule compétence, c'est l'emploi. Et Marc Barreul n'est pas du tout en ce moment
disposés à quitter donc le CIVOM non plus. Il y a eu donc des politiques de mise en place pour la politique de l'emploi et de l'insertion sociale et professionnelle. Le CIVOM finance les dispositifs portés par l'association ALPE, donc c'est-à-dire la mission locale, le PLI et la Maison pour l'emploi. Il faut savoir que si ce n'est pas le CIVOM qui paiera, et si le CIVOM disparaît ou si nous en sortons, ce n'est pas pour autant que nous ne devrons pas payer et pas subventionner ALPE. Les autres compétences, c'est l'organisation du service civique. Donc 13 jeunes ont été recrutés pour 6 mois donc en 2020 et ils ont une indemnité mensuelle de 473 € de l'État. C'est complété de 107,58 € pour arriver à peu près donc à 580 € qui sont à la charge des communes. L'organisation du service civique, on avait proposé plusieurs missions donc en 2020, c'est-à-dire l'animation à destination des seniors, visite et appel à convivialité, la participation à des projets culturels et la participation aux actions éducatives, culturelles, intergénérationnelles et de loisirs en faveur des enfants et des familles. L'animation du territoire. Alors l'animation, c'est Dole et Lys en fait, puisqu'avant c'était Dole en fait, maintenant c'est Dole et Lys en fait, qui a dû être annulé en 2020, bien sûr, tout le monde sait pourquoi. Et nous avons donc fait Terroir en fait, qui a été maintenu en septembre, avec la plupart donc des animations qui avaient été prévues pour Dole en fait, puisque certaines animations avaient déjà été payées en 2020, et avaient été retenues, on avait payé des avances, donc on n'a pas pu le faire en juin 2021, et pour ne pas perdre nos avances, nous avons donc reporté ces animations sur Terroir en fait. Et d'ailleurs, vous avez pu voir le spectacle qui avait été ici à Vambrochy, puisque l'inauguration avait eu lieu à Vambrochy. Voici les communes qui ont participé donc à Terroir en fait. Alors, qui dit tourisme, bien entendu, mais qui dit animation, il n'y a pas de tourisme sans animation. Et si vous regardez que les compétences tourisme, pour le moment, on ne voit pas trop la couleur sur Vambrochy s'il n'y avait pas d'animation. Les animations sont portées exclusivement par la ville et par le CIVOM. On a reçu 1580 visiteurs dans les 30 fermes ou partenaires exposants qui s'étaient mis en place. La mise en place d'une instance de coordination gérontologique intercommunale par l'intermédiaire du CLIC, qui est subventionné pour 16 300 €. Il y a la semaine bleue qui est organisée, il y a aussi donc les jeux intervilles. La gestion de la résidence Georges Delfosse, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, cette résidence a été créée et signée par les 4 villes fondatrices en 1982. À l'époque, c'était tout à fait faisable qu'une résidence soit portée par un CIVOM. Les textes ont changé, maintenant ce n'est plus le cas. Donc on étudie la situation de la résidence Georges Delfosse, mais il est tout à fait réel que de toute façon les signataires de l'origine, ce n'est pas parce qu'ils vont sortir du CIVOM qu'ils vont pouvoir se laver les mains de la gestion de la résidence Georges Delfosse et notamment de l'entretien du bâtiment. Donc on assiste à la gestion administrative du personnel titulaire. Ensuite, développement durable sur le territoire communal. Vous savez que c'est un secteur qui est en fort développement actuellement et c'est le maire donc de Le Mont qui est en charge donc de cette compétence et il organisera donc des commissions spécifiques sur ce thème. Ville et campagne propre, l'espace info-énergie, bien entendu, qui est également donc au niveau du CIVOM. La mise en place de chantiers pour l'exécution de l'intérêt général, les fameux TIGE, avec le service pénitentiaire. Nous avons donc accueilli sur Vambrochy pendant une semaine 5 personnes qui ont donc travaillé à la rénovation du mobilier urbain, tout comme Lambersart et Noix-sur-Dole. Donc l'aide à la gestion des archives communales, ça donc je l'ai évoqué, c'est vraiment un travail qui est énorme puisqu'ils ont travaillé 55 jours sur Vambrochy et c'est personne de la MEL qui est venu là. 460 jours en tout. Ils ont archivé 285 mètres linéaires, ils en ont éliminé 215 et il y a 9 communes qui utilisent ce service.
les autorisations d'urbanisme donc, qui font le même travail, hein, bien entendu, que chez nous ou que ceux qui gèrent totalement, comme Saint-André. Saint-André, il n'a remis ses instructions à personne, ni à la MEL, ni au CIVOM, puisqu'ils le font eux-mêmes. Il y a 16 communes qui sont gérées par le service urbanisme du CIVOM, donc c'est-à-dire qu'en plus que des 8 communes qui sont intégrées au CIVOM, il y en a 8 autres qui sont hors CIVOM et qui donc bénéficient donc de ce service. Ils ont traité sur 2020 379 permis de construire, 1011 déclarations préalables, 15 permis d'aménager, 42 certificats d'urbanisme et 9 permis de démolir. Voilà pour le travail qui a été fait au CIVOM, donc sur l'année 2020. Et il faut croire que ce travail est bien fait, puisqu'on parlait tout à l'heure de Bondu qui souhaite sortir donc du CIVOM, mais qui d'un autre côté voudrait continuer à bénéficier du service archive. Voilà pour ma part. Madame Germain. J'ai cru comprendre que vous cherchiez des nouvelles compétences éventuellement à proposer au CIVOM. Dans notre programme, on avait, c'était mon cheval de bataille, on avait proposé de mettre en place tout un programme de prévention santé qui touchait les enfants, les familles et les seniors, qui permettait de travailler sur l'intergénérationnel. Il y a 14 ans, Michel Sass, vous aviez été pour ce projet qui avait à l'époque été refusé par le conseil municipal. C'est pour ça que moi je me suis tournée vers Saint-André qui a accepté ce projet de mise en place de prévention santé. Est-ce que ce n'est pas justement le moment de proposer ce programme à l'échelle du CIVOM, de manière à pouvoir justement, avec cette entrée, ce fil rouge de la prévention santé, travailler sur toutes les compétences transversales des communes qui sont l'urbanisme, pour réfléchir sur un urbanisme intelligent qui permet de travailler sur la mobilité, sur la végétalisation, sur les îlots de chaleur, de travailler aussi sur les autres services comme l'accès au sport, de manière à pouvoir définir les sports qui ne sont pas dans une commune ou les créneaux qui ne sont pas présents dans une commune et qui sont souhaités par exemple par les seniors, plus les créneaux en journée, etc. De travailler sur une restauration scolaire de qualité ensemble. Voilà toute cette transversalité qui est possible grâce à la prévention santé. Est-ce que ça ne peut pas devenir demain une compétence du CIVOM ? Merci. Je vais te laisser la parole, mais donc, si vous voulez, dans mes délégations au CIVOM, vas-y, ton micro. J'ai les finances, mais j'ai également tout ce qui est service aux communes. Et donc, j'ai prévu de faire une commission spécifique, justement, sur les nouvelles idées qui pourraient venir. Et je crois que j'ai fixé cette commission au 5 janvier. Donc, si vous pouviez me faire un petit topo sur vos idées, je suis preneur. Je vous remercie beaucoup, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a Raphaël Chailloux qui travaille sur le programme Vivons en forme, qui est responsable national, qui demandait justement un entretien au CIVOM. Donc, si vous voulez, on en reparle juste après. Et je pense qu'effectivement, ce serait une très, très belle compétence à développer, d'autant plus que ce ne sont pas des compétences territoriales. Donc moi, ce que je voulais dire, Madame Germain, c'est un peu ce que Monsieur Sass vient de dire, c'est formalisez-le sur papier de manière à ce qu'on puisse le transmettre au bureau, en fait. Mais avec grand plaisir. Bien, bah écoutez, nous avons épuré notre ordre du jour, donc me reste maintenant à remercier donc les personnes qui nous ont accompagnés, notamment Monsieur Sébastien Jean, donc et Madame Priscille Broda, donc qui sont à la traduction donc pour nos personnes malentendantes. Je remercie également Monsieur Virel pour La Voix du Nord. Je remercie, et la fois dernière je l'avais oublié, 1000 excuses, Monsieur Razemont qui assure la diffusion donc de ce programme, si on peut l'appeler, donc de diffusion du conseil municipal donc sur notre page Ville de Vambrechy. Ensuite, je remercie bien évidemment nos directeurs qui sont présents fidèlement à nos côtés, Madame Van Kortenbosch, Madame Atarsa, Madame Delbecq, et je ferai un gros impair si j'oubliais Monsieur Villerval qui est également toujours présent, fidèle à la construction et qui a pensé cet aménagement de la salle. Voilà, il me reste également à vous remercier, vous qui nous avez suivis
sur les réseaux sociaux, donc Ville de Vambrochy. Et je vous remercie, mes chers collègues, pour la tenue de ces débats. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez soin de vous et je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année.